Salut Maïté, Salut Colas. bienvenue ici sur la chaîne Autrement. Je suis hyper contente de t'accueillir parce que ça fait un moment qu'on veut tourner cette vidéo en vrai ensemble. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es donc lauréate du prix Amnesty Jeunes des droits humains en 2022. Hyper stylé déjà que tu as ce prix. Merci. Tu es activiste, tu es aussi la fondatrice de Balance ton bar en Belgique et à Bruxelles et tu es aussi conférencière. Est-ce que déjà, est-ce que tu as envie de compléter cette petite définition de toi ou est-ce que tu pourrais nous expliquer la raison pour laquelle tu te lèves le matin, si tu devais résumer en une phrase, pourquoi tu te bats en fait? Je dirais que je me bats pour les survivantes de violences sexuelles, que c'est un truc qui m'anime très très fort, et que je me bats pour ces instants où je les vois faire preuve de tellement de résilience que ça m'émeut en fait, et je me bats pour construire plus de sororité aussi. Comment ça t'est venu en fait ton engagement? Est-ce qu'il y a eu un événement clé? Est-ce qu'il y a eu un moment en fait qui a vraiment où il y a eu un shift? Je pense qu'il y a eu plein de moments clés en fait, pas seulement un, mais j'ai vu beaucoup de femmes autour de moi vivre énormément de violence. Donc ça, je pense que ça m'a marquée. C'est une violence que j'avais intégrée d'une certaine façon, presque acceptée. Et puis à un moment, je me suis dit, mais waouh! Enfin, au moment où moi-même j'ai commencé à subir de la violence, que ce soit du harcèlement de rue ou des agressions ou des choses comme ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux accepter ça en fait? Comment j'arrive à vivre dans un monde pareil et comment je vais rester saine d'esprit dans un monde pareil? Et c'est à ce moment-là que j'en ai eu marre en fait. et que mes convictions féministes se sont encore plus développées, même si je pense qu'elles étaient dans mon cœur, mais je les avais pas intellectualisées, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un réveil chez moi. Et en parlant d'en avoir marre, pour les personnes qui connaissent peut-être pas trop ces données ou en fait peut-être même la réalité en fait dans laquelle on vit, aujourd'hui on en est où un peu en termes d'inégalité de genre au sens large? Oh. On n'est pas encore bien mis quoi. Disons qu'en Belgique, une femme sur 5 a été victime de viol, que le sexisme est encore catastrophe, que les récentes statistiques montrent qu'un homme sur deux se dit que voilà, la victime est partiellement responsable en général de l'agression qu'elle a subie ou du viol qu'elle a subi. Donc on est encore vraiment très très loin du compte. Au niveau de la justice, on est encore... on vit dans un système d'impunité de l'agresseur, en fait, clairement, je pense qu'il faut le dire. Donc il y a encore énormément à faire. Ouais, c'est clair, il y a encore du taf. Bah écoute, moi je suis au début de mon éducation, on va dire, sur ces questions-là, mais quand on s'y penche un petit peu, c'est vraiment trash. En réalité, autant la perception des gens que effectivement les données qui peuvent exister. Et donc tu dirais que ces dernières années, est-ce qu'on a quand même fait une espèce d'évolution ou est-ce qu'au contraire, il y a un espèce de retour en arrière? Je prends par exemple, parce que évidemment c'est difficile de parler soit pour la Belgique, soit globalement dans le monde, hein. Il y a deux façons qu'on peut prendre l'angle. Et tu vois, quand on prend l'Iran ou l'Afghanistan, il me semble, mais corrige-moi si je me trompe, que c'est le premier truc qu'on perd, c'est généralement le droit pour les femmes ou pour les minorités de genre. Enfin, c'est toujours le premier truc qui régresse en fait, quand tu as des montées des extrêmes, ouais, des choses comme ça. Tout à fait. Je pense qu'au niveau mondial, l'année passée notamment, on a vu un gros recul des droits des femmes et des minorités de genre. On l'a vu aux États-Unis avec Roe versus Wade, les reculs des droits à l'avortement. Si on se concentre un petit peu plus sur la Belgique, je pense qu'on a quand même évolué dans le bon sens, même s'il reste une blinde de trucs à faire, quoi. Notamment au niveau de la justice, comme je le disais, mais pour pointer des choses qui sont un petit peu plus positives, on a maintenant des CPVS, donc des centres de prise en charge des violences sexuelles, qui ont été... c'est une initiative qui a été étendue, et ça, c'est un projet magnifique selon moi, parce que c'est un centre qui accueille les victimes de façon pluridisciplinaire. Donc en gros, tu peux avoir une expertise médico-légale, être suivi par un psy, si tu arrives et voilà, tu te présentes et tu peux avoir un suivi psy. Tu peux porter plainte, et toutes ces personnes sont normalement formées à la thématique des violences sexuelles. Donc ça évite à la personne qui a vécu ça de courir partout, à droite à gauche, chez son médecin, et puis les urgences, et puis chercher un psy, tu vois, aller porter plainte dans un commissariat où les personnes ne sont pas formées et reproduisent une certaine forme de... de violence ou de seconde peine, quoi, pour la victime, en faisant des commentaires humiliants, déshumanisants, culpabilisants. Donc ça, c'est une très belle avancée. Au niveau de l'éducation au consentement, on a encore beaucoup à faire. On a beaucoup parlé des VRAS, tu vois, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Mais c'est clairement pas suffisant. Aujourd'hui, donner 2 cours d'Evras sur une scolarité entière, c'est bien que ce soit rendu obligatoire, mais c'est un peu risible, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et tu parlais de ces espèces de centres d'accueil. Donc en fait, c'est des organisations. Enfin, moi, j'ai été voir une pièce de théâtre super du théâtre Créanova qui faisait cette trilogie là, donc sur les agressions sexuelles et tout, qui expliquait que ça avait effectivement un petit peu évolué. Il parlait notamment en fait des commissariats. Et donc pour des personnes qui peut-être nous regarderont ou qui connaissent quelqu'un qui subit ce genre de trauma, ben comment on s'y rend, comment est-ce qu'on le trouve, enfin tu vois. Alors moi ce que je conseille en tout cas si on a vécu des violences sexuelles, c'est vraiment de se rendre dans les CPVS parce que la prise en charge sera vraiment la plus adéquate. Maintenant, chacune est libre de porter plainte ou non, d'aller voir un psy ou non. Enfin, tu vois ce que je veux dire, d'entreprendre certaines démarches, et il n'y a pas une injonction non plus à porter plainte, parce que souvent on dit voilà, vous avez vécu des violences, allez porter plainte. Mais aujourd'hui en Belgique, on ne peut pas assurer à toutes les victimes qu'elles seront correctement accueillies dans un commissariat, que leur plainte aboutira à quelque chose. C'est surtout ça le problème. Enfin, c'est entre autres ça le problème. Et donc ça peut être encore une fois une violence pour la victime. Donc elle doit être convaincue au fin fond d'elle-même que c'est la bonne chose à faire pour elle-même, sans écouter les voix parasites qui lui suggèrent ceci ou cela, ou qui pensent que ça peut être bon pour elle, tu vois. Ouais, et ça, c'est déjà compliqué, évidemment, de le faire. Bien tout sûr, ce cheminement est vraiment hyper éprouvant, quoi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est, je pense, un peu plus important que les structures qui accueillent ces personnes soient hyper bien formées et soient prêtes, en fait, à accueillir ces personnes. Mais ça me fait penser à un film que j'ai vu l'autre jour qui s'appelle Quitter la nuit, qui est un film d'une réalisatrice belge, dont j'ai oublié le nom, pardon. Pas de souci, on le mettra en description. Ouais, c'est ça, Quitter la nuit. Et alors, ça retrace le parcours d'une victime de violences sexuelles en Belgique. Voilà, on voit un petit peu ce qu'elle a vécu, c'était à la suite d'une soirée, et puis tu vois son parcours dans un commissariat, et tu vois toutes les violences qu'elle subit là-dedans, et en fait c'est hyper réaliste, et la réalisatrice a vraiment étudié ce parcours, et je trouve que c'est un film qui est hyper important en fait, et qu'on doit toutes et tous voir, donc je vous encourage à aller voir Quitter la nuit. En tout cas, allez le voir, ça c'est sûr. Mais écoute, ça me permet aussi de faire un peu un lien, parce que c'est une question qui revient hyper souvent. C'est un peu le lien justement au final entre ces inégalités de genre, ou ce qu'on pourrait appeler aussi le féminisme, et le climat ou l'écologie. C'est une question que je remarque qui revient souvent, et que parfois même moi j'ai du mal un petit peu à argumenter, à expliquer. En tout cas, il y a un post récemment qui m'a aidé, que je mettrai juste ici, c'était de Il n'y a pas de planète B de la RTBF, de notre ami Gonaël de Kegeler. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, que j'ai sorti en cours aussi l'autre jour, c'est qu'en fait 80% des réfugiés climatiques sont des femmes. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce lien entre les sujets que moi je traite généralement sur mes réseaux et tout, et les sujets que toi tu abordes? C'est marrant parce que je me suis dit il y a quelques semaines, c'est marrant, c'est mon angle mort. Je dois absolument m'informer plus sur le sujet, et c'est pour ça que j'ai acheté un livre de Vandana Shiva, qui est une grande écoféministe. Et voilà. Mais je parlais de ça avec un ami l'autre jour qui me disait l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, c'est ça. Il m'a montré cette phrase qui a été dite par un grand défenseur de l'Amazonie. Et donc on est revenu à ce lien en fait entre l'écologie et le féminisme, qui est profondément la justice sociale. Et quand tu vois que ce sont toujours les plus précarisés, les minorisés, les personnes racisées qui sont impactées directement, et donc ce sont souvent des femmes qui sont touchées. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure off caméra de précarité énergétique, même en Belgique, on voit que ce sont les personnes les plus précarisées qui sont touchées, et là-dedans un max de familles monoparentales dont le chef de famille est une femme. Ou alors quand on parle de certains pays d'Afrique où la plupart des femmes, où énormément de femmes travaillent dans le domaine de l'agriculture, quand on voit qu'il y a des problèmes au niveau des récoltes, et qu'il n'y a plus d'argent, et il y en a beaucoup qui se tournent vers le travail du sexe par exemple. Donc quand tu parlais des questions migratoires, énormément de personnes ont pointé que le risque pour une femme de se faire violer sur la route est énorme. Donc les femmes, dès qu'il y a une crise, sont les premières impactées, et ça on le sait depuis un max de temps. Donc c'est important, je pense, d'être sensible à la perspective du genre
quand on élabore des plans qui touchent à la justice climatique. C'est magnifiquement bien dit. Merci, j'ai essayé. Non, ouais, c'est pas mal. Bah écoute, ça me permet de passer un petit peu à la suite de cet échange, parce que tu sais, sur cette chaîne, sur Autrement ici, l'idée c'est donc d'aborder des enjeux contemporains tels que le changement climatique, les inégalités, la crise écologique, etc., par le biais en fait des nouveaux récits. Et tu sais que c'est une question que moi je travaille, que j'étudie, je me forme aussi à ça. Et justement, dans ton domaine à toi, est-ce qu'il y a déjà des nouveaux récits qui existent? Est-ce que tu as déjà des pistes d'idées de nouveaux récits qui existent déjà, ou des personnes sont déjà attaquées à cette question du genre, qui essayent de faire autrement, peu importe le médium ou la façon? Donc un nouveau récit pour toi, c'est quelqu'un qui essaye de faire autrement, c'est ça? Comme ça que tu le définis? Un petit peu. Alors en une phrase, comment je le définis, un nouveau récit, en tout cas dans le cadre du changement climatique ou des inégalités, c'est une espèce de nouvelle vision, un nouveau récit, une nouvelle narration qui doit être positive, réaliste, et ça c'est hyper important, réaliste et inspirante quand on parle de demain. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui essayent de faire bouger les choses, donc je pense que je suis très très inspirée par plein de nouveaux récits en fait. Et donc quand tu me demandes de pointer un nouveau récit ou une personne, en fait, moi je vois qu'il y a une communauté de gens incroyables qui s'étissent autour de moi et qui sont tous en train de faire bouger les lignes, chacun à leur façon, avec leur richesse et leur force, tu vois. Je pense à énormément de créateurs de contenu, déjà, c'est sûr. autour de moi. Je pense à Vince Kanté, son Média Limite, je pense à Ferris Barkat, Banlieue Climat, je pense à Perrine, qui est une personne qui a réinventé le concept d'influence, qui veut faire de l'influence engagée. Je pense à des filles que je connais bien qui ont Téton Marron, qui est une page qui fait de l'antiracisme, enfin de la lutte, de l'éducation antiraciste, merci. Semblant de rien aussi, qui est dirigée par Estelle. Enfin, plein de personnes qui œuvrent déjà en ligne, et en présentiel aussi, pour faire bouger les choses. Et je pense que les gens se nourrissent extrêmement... les gens se nourrissent pas mal du contenu qu'ils peuvent consommer là. Et puis, je connais aussi pas mal de porteurs de projets, de personnes qui ont des ASBL, qui chacun à leur sauce font des trucs incroyables, tu vois, que ce soit des potagers communautaires, ou que ce soit des personnes qui luttent contre les violences, ou qui ont lutté depuis 30 ans, tu vois. Donc... je crois que je suis tellement entourée par des gens comme ça que moi, je vois plus les nouveaux récits que l'ancien. Trop bien. Ouais, mais par contre, parfois, quand je me confronte au monde, tu vois, et la façon dont il tourne maintenant, là, je vois clairement que tout le monde n'a pas envie d'être dans ce changement de paradigme. Parfois, on est un peu dans l'entre-soi, dans cette bulle d'activistes et de militants. Donc, je pense que voilà, faut savoir concilier et essayer de passer ce changement de paradigme un petit peu hors de notre bulle. Ouais, complètement. Après, pour moi, ça souligne quand même l'importance de bien s'entourer. Et tu as l'air d'être quelqu'un de bien entouré. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais tu connais ma traditionnelle fête de Noël avec tout le monde militant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, je n'étais pas là cette année. Je sais, mais l'année prochaine, c'est parti remise. Je bloque la date. Mais oui, écoute, c'est trop chouette. Moi, tu sais que je fais aussi un peu ce travail où j'adore en fait faire rencontrer tous ces gens, le network, en fait avoir aussi cette base de données, tu sais, que j'ai sur mon site, où en fait j'ai recommandé aussi toutes des personnes à suivre, parce que je me dis, toutes ces personnes entre elles en fait sont hyper importantes, de s'entourer, c'est hyper important. Et ça c'est une question un peu difficile, c'est que si toi tu devais maintenant créer ton propre nouveau récit sur les questions d'inégalité de genre, à quoi ça ressemblerait? Est-ce que tu ferais une BD? Est-ce que tu ferais un livre? Ou plus globalement, est-ce que tu as une idée, quoi? C'est une grosse question. Ouais, c'est super dur. Mais attends, la question c'est qu'est-ce que je changerais, ou comment... Tu peux me redéfinir ta question? Qu'est-ce que tu changerais et comment? C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais non, qu'est-ce que tu changerais? Et c'est super dur, hein. C'est un exercice super dur. En fait, on est aussi... Rob Hopkins, il disait ça dans un livre qui est juste là derrière toi, que j'ai adoré. Il dit qu'on est dans une crise de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'on est incapable en fait, de projeter un futur où tout se passe bien. Ok, on a un peu les utopies, mais ça, on sait que globalement, ça marche jamais. Enfin, pas autant qu'on veut, et que ça se casse un peu la gueule. Et donc, en fait, un nouveau récit, c'est super compliqué. Si tu m'avais retourné la question, j'aurais eu trop du mal à dire 2050, un monde décarboné, à quoi ça ressemble. Franchement, c'est difficile. Hein. Ok, alors, je pense qu'au niveau des propositions, j'ai quand même pas mal d'idées. Okay. Mais je vais te parler des violences, hein, parce que sinon, bien sûr, dans je peux pas tout réimaginer non plus. J'ai pas cette prétention-là. Moi, je miserais un max sur l'éducation.
Les cours d'éducation à l'empathie, par exemple, ça paraît un peu loufoque comme idée, mais au Danemark, ils le font déjà. Ok. Et en gros, ça précède les cours d'éducation au consentement. Et dès la maternelle, ils apprennent aux enfants à comprendre ce que c'est l'empathie et pourquoi on fait pas ça et comment tu te sens quand ton copain fait ça, quand ta copine fait ça, tu vois. Et ça pose les bases pour le consentement en fait. Qu'est-ce que ça veut dire non? Qu'est-ce que ça veut dire quand l'autre n'apprécie pas? Qu'est-ce que ça veut dire quand on met quelqu'un mal à l'aise, tu vois? Et je pense que c'est des bases qui sont tellement, tellement utiles en société, et notamment quand on parle de la question des violences. Et c'est d'ailleurs Daniel Zucker, dont je t'avais déjà parlé, qui est docteur en psycho et qui a beaucoup travaillé à la question des violences, qui préconise ce genre de mesures et qui dit qu'on doit absolument les mettre en place dès le plus jeune âge. Ensuite, évidemment, une explication de ce que c'est le consentement, mais alors martelé, tu vois, pas juste une fois comme ça. Et puis, voilà, une expansion, pas seulement en Belgique, mais un peu partout, de ce concept de CPVS qui, pour moi, est vraiment la meilleure des choses en termes de prise en charge, même si je suis sûre qu'il y a des angles morts comme partout, mais je pense que dans le concept, c'est ce qu'il y a de mieux. Une formation de toutes les personnes qui sont en contact avec les victimes de violences sexuelles, que ce soit la police, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les personnes qui travaillent au niveau de la justice, qui comprennent vraiment la problématique, tu vois. Quoi d'autre? Plus de moyens pour lutter contre les violences, évidemment. Et alors un gros travail au niveau de la justice, parce qu'aujourd'hui, c'est un dossier de viol sur 100 qui aboutit à une condamnation effective de l'auteur. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on en est nulle part et que la plupart des agresseurs ne sont pas punis et ça, c'est pas possible. Et voilà, chacun a sa vision de ce à quoi la punition devrait ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis pas en train de définir ça. Par contre, il faut qu'il y ait une notion de justice. C'est clair. Pour pouvoir aussi permettre à la victime de se reconstruire, c'est important. À fond. Bon, en tout cas, moi, je retiendrai, juste parce qu'elle m'a fait full frisson, ta première réponse sur l'empathie, c'est wow, c'est incroyable, je savais même pas que ça existait. Ah ouais? Et enfin, si je remets ça aussi un tout petit peu au combat du climat, que moi je porte un petit peu plus, c'est essentiel, parce qu'en fait, l'empathie, ça fait que quand quelqu'un, là, ils construisent une pipeline en Ouganda, en Tanzanie, en réalité, la plupart des gens qui sont pas empathiques en Belgique, ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Moi, c'est parce que j'estime que je suis quelqu'un qui est empathique, qui a été éduqué à ça et tout. Je vois ces gens souffrir, ça me fait mal, quoi. Je me dis, mais je suis responsable de ça. Enfin, il y a une partie de moi dont je me sens responsable. Donc, pour moi, c'est génial. Et évidemment, tout le reste que tu as dit est hyper important. Alors, tu as déjà plus ou moins répondu à mes dernières questions pour la conclusion. Donc, si tu veux, tu peux reprendre la même réponse ou alors dire autre chose. Mais j'aime bien souvent poser cette question à des personnes comme toi qui sont déjà assez calées dans pas mal de sujets. Mais c'est effectivement, si tu devais maintenant choisir un domaine dans lequel tu aimerais plus t'éduquer, est-ce que ce serait justement l'écoféminisme ou est-ce qu'il y a un autre truc que tu aimerais faire? Oui, non, franchement, je pense que... Oui, non. Je pense que l'écoféminisme, c'est un peu mon angle mort pour le moment. Pas parce que ça m'intéresse pas, justement, ça m'intéresse à fond, mais j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Et j'ai besoin de vraiment comprendre les points de convergence, en fait, entre les deux. Et puis, on fait face à des défis de société là qui sont... Enfin, on peut pas les ignorer, quoi, tu vois. C'est juste... Apparemment, si, parfois. Oui, bah moi, je veux pas les ignorer. En tout cas, je pense que ça fait partie de cette conscience que j'essaie de développer aussi vis-à-vis d'un tas de sujets. Donc, voilà, ce sera ma prochaine exploration. Fin 2024. Écoute, j'espère. Et c'est une question aussi que j'aime bien poser en fin d'interview. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu aimerais venir voir dans ce siège? Quelqu'un que tu penses que je devrais inviter, que tu as envie de me recommander? Carrément. J'ai déjà une idée précise. Vas-y, je t'en prie. Une de mes très bonnes amies s'appelle Maggie Koulou. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je pense que je l'ai vu à une conférence avec toi. Ah, mais oui, c'est vrai, tu vois, voilà. Et Maggie, elle a donné pas mal d'interviews récemment. Elle est née à Bukavu, au Congo, et elle a survécu au génocide là-bas. Et c'est une personne qui est merveilleuse. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Elle est d'une force et d'une résilience. Et elle a tellement à partager. Et son histoire est vraiment puissante, en fait. Et elle explique très bien ce qui se passe là-bas, à travers son histoire, ce qu'elle a vécu. Et voilà. Et je pense que ça fait un très beau lien aussi entre écologie, féminisme... Et décolonisation. Donc je pense que son histoire est vraiment puissante et que les gens ont besoin de l'entendre. Génial. Ben, j'espère qu'on pourra l'inviter ici.
Est-ce que pour terminer cette interview, il y a un petit mot de la fin que tu aimerais adresser à nos auditeurs, à nos auditrices par rapport à ton combat par rapport à nous? Je vais réfléchir, attends. Je pense que, oui, peut-être 2 mots. Un pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, pour leur dire que voilà, on vous croit, c'est ce qu'on dit souvent, on vous voit et on continuera à se battre pour vos droits. Et voilà. Et ensuite, pour les personnes qui sont engagées ou qui veulent s'engager, continuons à construire des ponts entre nos luttes en fait, parce que je trouve qu'il ne faut pas se mettre des œillères et que la justice sociale, ça nous concerne toutes et tous, et qu'on a tout intérêt à co-construire et se nourrir des forces des uns des autres. Merci beaucoup, Merci c'est magnifique. à toi. À très vite Maïté. À très vite.